Elle ne possédait plus que 5 dollars à son nom. Lorsque l'élégant inconnu découvrit qu'il avait oublié son portefeuille, elle régla son café sans hésiter, lui affirmant « Chacun mérite un peu de bienveillance ». Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme assis dans le coin était un parrain de la mafia, et qu'il n'oubliait jamais une dette. Au lever du jour, il avait acquis son restaurant tout entier, et il n'avait pas fini de transformer sa vie. Les pieds d'Elena Rousseau la suppliaient de s'arrêter lorsque l'horloge afficha 23h47. 13 heures. 2 doubles services enchaînés. Une journée qui vous faisait oublier la sensation d'être assise. Elle essuyait le comptoir du Murphy's Diner pour ce qui lui semblait être la 100e fois. Son reflet la fixait depuis le distributeur de serviettes chromées. Des cernes profonds sous les yeux, des mèches échappées de sa queue de cheval, son badge de serveuse légèrement de travers. 28 ans, mais en paraissant 40. Encore 13 minutes, murmura-t-elle, scrutant la porte. Pitié, plus aucun client. L'univers, comme à son habitude, l'ignora. La sonnette de la porte retentit. Les épaules d'Elena s'affaissèrent, mais des années de service lui avaient appris à arborer un sourire de façade. Elle se retourna avec une amabilité qui n'atteignait pas ses yeux. Puis, elle réalisa qui venait d'entrer. Il était différent. Pas le chauffeur de camion habituel, ni l'ouvrier de nuit venu chercher une tarte et un café avant de rentrer. Cet homme portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés, et même de l'autre bout du restaurant, elle distinguait l'éclat d'une montre de luxe à son poignet. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent son attention. Vifs, calculateurs, comme s'il évaluait chaque détail de la pièce en quelques secondes, y compris elle. 2 autres hommes le suivirent, vêtus de costumes sombres similaires, mais avec une alerte qui fit picoter les instincts d'Elena. Ce n'étaient pas des hommes d'affaires, du moins pas du genre ordinaire. L'homme au costume anthracite désigna le box du fond, et ses accompagnateurs prirent immédiatement position à des tables séparées, l'un près de la porte, l'autre près de la cuisine. Stratégique. Elena avait fait suffisamment de services de nuit dans ce quartier de Chicago pour reconnaître la sécurité quand elle la voyait. Super. Des mafieux ou des avocats. Peut-être les deux. Elle saisit un menu et s'approcha, ses pieds protestant à chaque pas. « Bienvenue chez Murphy's », dit-elle en posant le menu. « Un café pour commencer, s'il vous plaît. » Sa voix était douce, cultivée, avec un accent de la côte Est. Il ne regarda sans doute pas le menu. Juste un café, noir, tout de suite. En se retournant, elle l'entendit passer un appel en italien. Sa grand-mère parlait italien quand Elena était petite, avant que le cancer ne l'emporte. Alors, elle en saisit quelques fragments. Quelque chose à propos de négociations et du territoire du Nord, et d'ici le matin. Définitivement pas un avocat. Elena versa son café, le lui servit avec une efficacité routinière, puis se retira derrière le comptoir. Elle avait 47 dollars sur son compte courant, et un autre service commençant à 6 heures du matin, le lendemain. Quelle que soit son affaire, cela ne la concernait pas. Elle s'occupa de ses tâches de fermeture, remplir les salières, vérifier les stocks, compter la caisse enregistrée. À minuit, elle retourna le panneau, ouvert, sûr, fermé, et commença à nettoyer les autres tables. L'homme resta dans son box, passant des appels discrets, sirotant son café, l'air étonnamment à l'aise pour quelqu'un discutant de négociations de territoire, à minuit dans un restaurant de bas étage. À minuit 20, même ses gardes semblaient impatients. Elena s'approcha de la table. « Monsieur, je suis désolé, mais nous sommes fermés. Je peux vous resservir un café à emporter si vous le souhaitez. » Il leva les yeux et, pour la première fois, elle aperçut quelque chose de presque humain dans ses yeux calculateurs. De la lassitude, le genre qu'elle voyait dans son propre miroir. « Bien sûr, mes excuses. » Il fouilla dans la poche de sa veste, puis dans les poches de son pantalon. Son expression changea, légèrement, mais suffisamment pour qu'Elena reconnaisse ce regard. Tout le monde connaissait ce regard, celui de « j'ai oublié mon portefeuille ». Son garde près de la porte se tendit, tendant la main vers son téléphone. Mais l'homme leva une main pour l'arrêter. « Il semble que j'ai laissé mon portefeuille dans mon autre veste », dit-il calmement, bien qu'Elena ait perçu un éclair d'agacement dans ses yeux. Non pas envers elle, mais envers lui-même. C'est là que la plupart des gens se seraient excusés, auraient promis de revenir demain, mais cet homme l'énonça simplement comme un fait, attendant de voir sa réaction. Elena était épuisée, éreintée. Elle avait servi du café à des politiciens qui ne la laissaient pas de pourboire, à des hommes d'affaires qui claquèrent des doigts comme si elle était un chien, et à des adolescents qui laissaient leur table dans un état de désastre. Cet homme avait été poli,
Discret. Il avait dit « S'il vous plaît et merci ». Et puis, elle reconnaissait cette lassitude dans ses yeux. Quel que soit l'empire qu'il construisait ou la guerre qu'il menait ce soir, il était juste fatigué. « Vous aviez l'air d'avoir besoin d'une pause », dit Helena, se surprenant elle-même par son audace. Elle sortit 5 billets de dollars froissés de la poche de son tablier, son pourboire du jour, et les posa sur la table. « Le café, c'est pour moi. » Pendant un instant, le restaurant fut absolument silencieux. Le garde fixa. L'un tendit la main vers son portefeuille, mais l'homme secoua la tête de manière presque imperceptible. Il regarda les 5 dollars, puis Helena, son expression impénétrable. « Vous êtes sûr, c'est 5 dollars. » Elle haussa les épaules. Pourtant, ces 5 dollars devaient lui payer son petit déjeuner le lendemain. Tout le monde a besoin de gentillesse parfois. Quelque chose changea sur son visage. Pas tout à fait un sourire, mais presque. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Helena. »« Helena » il répéta, comme s'il le mémorisait. « Merci. » Il se leva, boutonnant sa veste avec une aisance professionnelle. Ses gardes le flanquèrent immédiatement. Alors qu'ils se dirigèrent vers la porte, il fit une pause et se retourna vers elle. « C'était rare, ce que vous venez de faire. Payer pour le café, la gentillesse sans attente. » Il inclina légèrement la tête. « Dans mon monde, tout a des contreparties. »« Alors, vous êtes dans le mauvais monde, » dit simplement Helena. Pour la première fois, il sourit réellement, un sourire petit mais sincère. « Peut-être. Bonne nuit, Helena. » « Bonne nuit. » La porte tinta en se refermant, et soudain, le restaurant parut très vide et très silencieux. Helena verrouilla la porte derrière eux, termina ses tâches de fermeture et rentra chez elle à travers les rues froides de Chicago, se demandant vaguement qui avait bien pu être cet étrange homme fatigué en costume coûteux. Elle ne s'attendait pas à le revoir. Elle avait tort. Le réveil d'Helena sonna à 5h15 du matin, soit exactement 4h20 après qu'elle se soit glissée au lit. Elle gémit, frappa le bouton de rappel, puis se rappela qu'elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Pas avec Marcus, le propriétaire, qui cherchait déjà des excuses pour réduire les heures. Elle se leva avec difficulté, s'aspergea le visage d'eau froide et enfila son uniforme, la même robe bleu pâle avec un liseré blanc que chaque serveuse de Murphy's portait depuis 1987. Le service du matin commença comme toujours. Le café moulu, la plaque chauffante, Sam le cuisinier arrivant et grommelant son salut habituel, qui n'était pas vraiment un salut. Les habitués arrivèrent au compte-gouttes, M. Patterson avec son journal et ses œufs brouillés, l'équipe de construction attrapant du café et des beignets, Madame Chun commandant son gruau et se plaignant de la température. Normal. Parfaitement, merveilleusement normal. À 10h du matin, Helena avait presque oublié l'homme étrange de la veille. Presque. Elle remplissait le café de la table numéro 6 lorsque Marcus sortit de son bureau, ce qui était inhabituel. Marcus quittait rarement son bureau avant midi, préférant compter l'argent et éviter les clients. « Tout le monde, puis-je avoir votre attention ?» Sa voix se brisa légèrement. Le restaurant n'était pas bondé, juste le creux habituel de milieu de matinée, mais les 5 clients présents levèrent le nez curieusement. Helena et les 2 autres serveuses, Jennifer et Rosa, arrêtèrent ce qu'elles faisaient. Marcus était pâle, vraiment pâle. Son visage normalement rubicond était devenu presque gris. « J'ai une annonce. » Il s'éclaircit la gorge. « Depuis ce matin, le Murphy's Diner a été vendu à un nouvel investisseur. » La cafetière faillit glisser des mains d'Helena. « Quoi ?» souffla Jennifer. « Vendu ?» La voix de Rosa monta dans les aigus. « Depuis quand ?» La transaction a été conclue hier soir. Les documents ont été finalisés à 3h du matin. Marcus ne put les regarder dans les yeux. Le nouveau propriétaire prend possession immédiatement. Le cœur d'Helena rata un battement. Elle travaillait chez Murphy's depuis 3 ans. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable. Elle avait besoin de stabilité. Son appartement, son épicerie, les paiements qu'elle envoyait à son frère pour ses frais de collège communautaire. Tout dépendait de cet emploi. « On est viré ?» demanda Jennifer, exprimant ce que tout le monde pensait. « Je ne... » commença Marcus, mais la porte tinta, le coupant. 3 hommes en costume sombre entrèrent, professionnels, sérieux. Celui de devant portait une mallette en cuir et avait l'allure d'un avocat d'affaires. « Marcus Murphy ?» demanda l'homme. « C'est moi. Je suis James Carrington, représentant le nouveau propriétaire. Pouvons-nous parler dans votre bureau? Ce sont mes employés. Tout ce que vous avez à dire les concerne directement. » Oui, l'expression de Carrington ne changea pas. « Alors je serai bref. À compter de maintenant, le Murphy's Diner est sous une nouvelle direction. Cependant, il n'y aura absolument aucun licenciement. » Silence.
Aucun, répéta Rosa. Correct. En fait, tout le personnel actuel recevra une augmentation de salaire de 20%, effective immédiatement. Le restaurant fermera pour rénovation à partir de lundi. Tous les employés seront payés intégralement pendant la fermeture. Les rénovations devraient durer 2 semaines. L'esprit d'Elena vacillait. Ce ne pouvait pas être réel. Les gens n'achetaient pas des restaurants pour donner des augmentations à tout le monde. Il devait y avoir un piège. Quel est le piège? S'entendit-elle demander. Carrington se tourna vers elle et quelque chose dans son expression changea. De la reconnaissance? Non. Cela ne pouvait pas être juste. Aucun piège, Miss Rousseau. Helena Rousseau. Il sortit un dossier de sa mallette et scanna un document. Ah, mademoiselle Rousseau. En fait, le nouveau propriétaire a spécifiquement demandé que vous soyez promue directrice de salle. Vous superviserez les opérations quotidiennes et la planification du personnel. Augmentation de salaire de 45%. La pièce tournait. Je suis désolé, quoi? La voix d'Helena était à peine un murmure. Directrice de salle, répéta patiemment Carrington. Le propriétaire a examiné les dossiers des employés et les rapports de performance. Votre ancienneté, votre fiabilité et vos évaluations de service client étaient exemplaires. Un murmure, mi-protestation, mi-incrédulité, s'échappa des lèvres de Jennifer. Rosa, elle, demeura stoïque. « Je suis ici depuis plus longtemps », déclara Jennifer d'une voix monocorde. « La décision est irrévocable », rétorqua Carrington. « Y a-t-il des questions concernant la transition ?» Marcus avait l'air d'avoir été heurté de plein fouet. « Qui est le nouveau propriétaire? Quel est son nom ?» L'investisseur préfère conserver l'anonymat pour l'instant. Toutes les communications transiteront par moi. Carrington tendit à Marcus plusieurs cartes de visite. Celles-ci sont pour vous et votre équipe de direction. Mademoiselle Rousseau, vous en aurez également besoin. Helena saisit la carte mécaniquement, ses doigts engourdis. La carte était sobre, d'apparence coûteuse. Carrington Legal Associates, avec un numéro de téléphone et un courriel. Les rénovations débuteront lundi à 6 heures du matin. Un entrepreneur vous rencontrera ici pour discuter de l'étendue des travaux. Mademoiselle Rousseau, vous serez consultée pour toutes les modifications touchant la clientèle. Le propriétaire souhaite qu'une personne ayant une expérience de terrain prenne ses décisions. C'est insensé, marmonna Marcus. C'est du commerce, monsieur Murphy. Carrington referma son attaché-case. Oh, et une dernière chose. Le nom du restaurant reste le même. Murphy's a une histoire dans ce quartier. Le propriétaire la respecte. Il quitta les lieux avec la même efficacité qu'il était arrivé, ses associés le suivant en silence. Le restaurant explosa. 20% d'augmentation. Sam passa la tête de la cuisine. Et pour les cuisiniers? Et tout le monde, répondit-il. Tout le monde. Rosa agrippa le bras d'Helena. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Jennifer, elle, ne jubilait pas. Elle foudroya Helena du regard. 3 ans que je suis là. 3 ans, et c'est toi qui es promue. Qu'as-tu fait? Rien, protesta Helena. Je ne comprends pas plus que vous. Mais même en le disant, quelque chose l'interpella. La nuit dernière, l'homme dans le box du coin, ses yeux perçants et calculateurs. Dans mon monde, tout est lié à des conditions. Non, c'était dingue. Une tasse de café ne pouvait pas. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle ouvrit le message. Considérez votre gentillesse comme rendue. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de conditions, juste de la gratitude. Elle. Les mains d'Helena tremblèrent tandis qu'elle fixait l'écran. Elle, Luca, Leonardo, Lorenzo. Qui était-il? Et dans quoi venait-elle de s'embarquer? Helena ne put se concentrer le reste de la journée. Le coup de feu du déjeuner passa comme un éclair. Elle prenait mécaniquement les commandes, versait le café, souriait aux clients, tandis que son esprit tournait à plein régime. Le SMS, l'investisseur anonyme, le timing incroyable. Jennifer lui parlait à peine, claquant les assiettes plus fort que nécessaire. Rosa la regardait avec une curiosité insistante. Marcus s'était enfermé dans son bureau et n'en était pas sorti depuis le départ de Carrington. À 18 heures, la journée d'Helena aurait dû se terminer, mais elle resta. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle, pas avec toutes ces questions brûlant dans son esprit. Elle avait besoin de réponses. La clientèle du soir était clairsemée. Un mardi soir, ce quartier n'attirait pas beaucoup de monde. Helena essuyait le comptoir quand la porte tinta à 19. 19h15, 15. Elle leva les yeux. Elle retint sa respiration. L'homme de la nuit précédente entra. Et cette fois, il n'y avait plus de mystère quant à son identité. Il portait un costume différent, bleu marine, toujours aussi coûteux, et affichait la même assurance tranquille.
Ces deux gardes le suivirent, prenant les mêmes positions stratégiques qu'auparavant. Mais maintenant, Elena savait. Maintenant, tout le monde savait. Jennifer se figea en plein service, le café goûtant sur la table. Sam arrêta de retourner les hamburgers. Les yeux de Rosa s'écarquillèrent comme des assiettes. L'homme, elle, Luca, quel que soit son nom, se dirigea directement vers le comptoir où se trouvait Elena. Leurs regards se croisèrent. « Bonjour à nouveau, Elena. » Sa voix était calme, presque douce, mais elle sembla résonner dans le silence soudain du restaurant. Derrière elle, elle entendit le souffle haletant de Sam. « Vous, » murmura Elena, « vous êtes l'investisseur. Le suis-je » Il jeta un regard évaluatif autour du restaurant. « Puis-je m'asseoir » Elena désigna le tabouret de comptoir devant elle, son pilote automatique professionnel, se mettant en marche alors même que son cœur battait la chamade. « Un café, s'il vous plaît, noir comme avant. » Elle versa le café d'une main ferme. Des années de service en tant que serveuse rendaient un certain mouvement automatique, même en situation de crise. Elle posa la tasse devant lui, très consciente du fait que chaque personne présente dans le restaurant la regardait. Pourquoi ? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Luca entoura la tasse de café de ses mains et Elena remarqua ses jointures cicatrisées, comme s'il avait effectué un travail ardu autrefois, malgré les costumes coûteux. « La nuit dernière, vous m'avez montré quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps. 5 $. Une gentillesse sans arrière-pensée. » Il prit une gorgée de café. « Dans mon monde, chaque geste s'accompagne d'attente. Chaque faveur exige un remboursement. Chaque sourire cache une transaction. » Il reposa la tasse avec soin. « Vous m'avez offert un café avec le dernier argent de votre poche, n'attendant rien en retour. Et vous êtes rentré chez vous dormir dans un immeuble avec un chauffage en panne parce que votre propriétaire ne le répare pas. » Elena cligna des yeux. « Comment savez-vous ? Je me fais un devoir de savoir certaines choses. » Son ton n'était pas menaçant, juste factuel. « Après votre départ hier soir, j'ai demandé à mes gens d'enquêter sur ce restaurant. Murphy's est en difficulté, en retard sur les permis, le propriétaire envisage la faillite. De bonnes bases, des clients fidèles aussi, mais il se meurt lentement. Alors vous l'avez acheté ?» La voix d'Elena était plus stable qu'elle ne le ressentait. « À cause de 5 $. Parce que vous m'avez rappelé que des gens bien existent toujours. » Luca se pencha légèrement en avant. « Et les gens bien méritent mieux que de se tuer au travail pour des propriétaires qui ne les apprécient pas. Considérez ceci comme mes remerciements. C'est... » Elena secoua la tête. « C'est insensé. Les gens n'achètent pas de restaurant pour dire merci. » La simple déclaration flotta dans l'air. Derrière Luca, l'un de ses gardes parlait discrètement au téléphone. L'autre s'était déplacé vers la fenêtre, observant la rue avec une vigilance professionnelle. « Quel est votre nom ?» demanda Elena. « Votre nom complet. » Luca de Santis. Le nom ne signifiait rien pour Elena, mais elle vit le visage de Rosa pâlir du coin de l'œil. Jennifer recula d'un pas, ce qui leur était sûrement significatif. « Devrais-je connaître ce nom ?» demanda Elena avec prudence. La bouche de Luca s'arqua. « Cela dépend des cercles que vous fréquentez. Disons simplement que j'ai des intérêts commerciaux variés à Chicago. » Des intérêts commerciaux variés était certainement un euphémisme. Et maintenant, le Murphy's Diner fait partie de ses intérêts. Maintenant, Murphy's est protégé, corrigea Luca doucement. Personne ne vous dérangera, vous, votre personnel ou vos clients. Le quartier sera plus sûr, le restaurant prospérera. Protégé de quoi ? Des choses dont vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ce n'était pas une réponse, mais la façon dont il le dit, avec une certitude absolue, convainquit Elena. L'un de ses gardes s'approcha. « Monsieur, le périmètre est dégagé, mais nous devrions établir des protocoles réguliers. » Luca hocha la tête. « Faites-le discrètement. Je ne veux pas effrayer les clients. »« Oui, monsieur. » Le garde se dirigea vers l'arrière du restaurant, probablement pour vérifier l'entrée de l'allée. L'autre resta à la fenêtre. Elena observa cette scène, les réalisations s'abattant sur elle comme de l'eau froide. Il ne s'agissait plus seulement d'un restaurant. Luca de Santis avait transformé Murphy's en autre chose. Une déclaration, un marqueur territorial, une pièce sur un échiquier plus vaste qu'elle ne pouvait percevoir. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-elle doucement. « Vous l'avez déjà fait, les documents sont déposés, les rénovations commencent lundi. » Luca termina son café. « Mais je comprends votre inquiétude. Permettez-moi donc d'être clair. Je n'attends rien de vous, si ce n'est ce que vous m'avez déjà donné. Faites bien votre travail, gérez ce restaurant. C'est tout. » Il se leva, déposant un billet de 100 $ impeccable sur le comptoir pour le café. « Gardez la monnaie. »« Luca, monsieur de Santis. »« Juste Luca. »
Il la regarda dans les yeux, et de nouveau, elle vit cette lassitude sous le pouvoir. « Je ne suis pas votre ennemi, Helena. Je suis juste un homme fatigué des mondes froids et des cafés encore plus froids. Vous avez réchauffé les deux, un instant. Laissez-moi vous rendre l'appareil. » Il se dirigea vers la porte, ses gardes se mettant en formation. « Je reviendrai, » dit-il sans se retourner. « Je trouve que j'aime cet endroit. » La porte tinta. Ils étaient bons partis. Le restaurant resta figé pendant trois secondes complètes. Puis tout le monde commença à parler en même temps. Lundi matin arriva comme une tempête. Helena se présenta à 5h30 du matin et trouva le restaurant déjà grouillant de travailleurs. Un camion de déménagement stationnait en bordure du trottoir. Des hommes en bottes de travail sortaient les vieux box qu'elle avait essuyés mille fois. L'ancien jukebox qui n'avait pas fonctionné depuis 2019, était soigneusement chargé sur un diable. Mademoiselle Rousseau, un homme au casque portant un presse-papier, s'approcha. « Je suis Tony Marchetti, chef de chantier. Monsieur de Santis a dit que vous étiez en charge des décisions concernant la clientèle. » Helena regarda le chaos organisé. « Que faisons-nous exactement ?»« Tout, » sourit Tony. « Nouveau box, nouveau revêtement de sol, amélioration de la cuisine industrielle, nouvelle machine à expresso, la vraie italienne, pas les trucs de goutte à goutte, nouvelle peinture, nouvel éclairage. 2 semaines, dit-il, j'ai 40 hommes. Nous le ferons en 10 jours. 10 jours plus tard, Helena reconnaissait à peine le Murphy's Diner. Les vieilles banquettes rouges craquelées avaient été remplacées par un riche revêtement en cuir, bordeaux, classique, confortable. Le sol à carreaux noirs et blancs brillait. De nouvelles suspensions pendaient au-dessus de chaque table, conférant à l'espace une lueur chaleureuse et intime. La cuisine avait été transformée en ce que Sam appelait un rêve de professionnel, avec de nouvelles grilles, fours et un système de réfrigération qui fonctionnait réellement. Le plus grand changement se trouvait derrière le comptoir. Une machine à expresso étincelante qui semblait appartenir à un café milanais, tout en chrome et en laiton, avec des boutons intimidants. « Tu sais comment faire fonctionner ce truc ?» demanda Rosa, la fixant. « J'ai suivi un cours, » avoua Helena. « Lucas, monsieur de Santis a envoyé quelqu'un pour me former. Apparemment, un expresso de qualité n'est pas négociable. » Rosa haussa un sourcil. « Lucas, hein? On est déjà au prénom? C'est ce qu'il m'a demandé de l'appeler. »« Ah, maman !» Le ton de Rosa était lourd de sens. La réouverture attira les foules. La nouvelle s'était répandue dans le quartier. Murphy's avait été racheté par quelqu'un d'argenté, de très argenté, et l'endroit était incroyable. Les clients affluaient, curieux et affamés. Et Lucas venait tous les jours, pas toute la journée. Il arrivait vers 19 heures après le coup de feu du dîner, mais avant la fermeture, toujours au même box dans le coin, toujours avec au moins un garde, bien qu'ils aient essayé de se fondre dans le décor maintenant, vêtus de vêtements décontractés plutôt que de costumes ostentatoires. Assis à une table, il commandait son café et la suggestion du chef, signé Sam, puis observait. Simplement observait. Cette habitude déconcertait certains membres du personnel. Jennifer, par exemple, tremblait presque lorsqu'elle devait servir dans sa section. Rosa, quant à elle, ne manquait pas une occasion de clabauder bruyamment dans l'arrière-boutique, spéculant sur les intentions d'un homme tel que lui dans un établissement pareil. Helena, cependant, le traitait comme n'importe quel autre client. « Un café, Lucas ?» lui demandait-elle, la cafetière à la main. « S'il vous plaît. Sam a préparé de l'osso bucco ce soir. Voulez-vous essayer ?» La recommandation de Sam ne m'a jamais déçu jusqu'à présent. Elle lui apportait son plat, s'assurait qu'il ne manquait de rien, puis passait à la table suivante. Professionnelle, courtoise, rien de plus. Et elle remarquait, bien qu'elle s'efforçât de l'ignorer, comment ses yeux la suivaient tandis qu'elle vaquait à ses occupations. Non pas avec concupiscence ni possessivité, mais avec attention, comme s'il analysait une énigme qu'il ne parvenait pas à résoudre. À la fin de la 2e semaine, les rumeurs commencèrent à circuler sérieusement. Elles prirent d'abord naissance parmi la clientèle. Madame Chun, une fidèle de Murphy's depuis un demi-siècle, soit 15 ans, se pencha par-dessus le comptoir un matin. « Cet homme qui vient tous les soirs, c'est le nouveau propriétaire. »« Oui, madame. Et vous êtes la gérante maintenant ?»« Gérante de salle. »« Oui. » L'expression de Madame Chun se fit entendue. « Comme c'est agréable pour vous, ma chère, retomber sur vos pieds de cette manière. » L'insinuation piqua, mais Helena garda son sourire inaltérable. « Je travaille ici depuis 3 ans, Madame Chun. J'ai mérité ma promotion. »« Bien sûr que oui, ma chère, bien sûr.
Mais la graine était semée. En quelques jours, Elena saisit des bribes de conversation. Elle doit coucher avec lui. Pourquoi d'autre un homme pareil achèterait-il un dîner? Elle a joué intelligemment, je lui accorde ça. La protégée du patron, sans aucun doute. Jennifer ne prit même pas la peine de chuchoter. Ça doit être agréable, dit-elle à voix haute, alors qu'Elena était à portée de voix, de progresser grâce à son physique plutôt qu'à son mérite. Répétez ça, Jennifer. La confiance de Jennifer vacilla, mais elle tint bon. Tout le monde le pense, je ne fais que le dire. Je n'ai fait que mon travail. La voix d'Elena était glaciale. Le même travail que j'ai fait pendant 3 ans, pendant que vous arriviez en retard et partiez en avance. Si ma promotion vous pose problème, adressez-vous à Monsieur Dantis. Sinon, retournez au travail. Le visage de Jennifer s'empourpra, mais elle recula. Ce soir-là, Lucas arriva à l'heure habituelle. Elena lui apporta son café automatiquement, ses gestes empreints d'une colère résiduelle. « Journée difficile ?» demanda-t-il doucement. « Ah, rien que je ne puisse gérer. » Le personnel vous donne du fil à retordre? Elena croisa son regard. Les gens parlent, c'est ce qu'ils font. Que disent-ils? Elle hésita, puis décida que l'honnêteté était plus simple. Que je couche avec vous, que la promotion était un paiement pour les services rendus, que je suis la protégée du patron. L'expression de Lucas s'assombrit. Des noms? Qui a dit ça? Peu importe. Ça importe pour moi. Non, Elena posa fermement la cafetière. C'est mon problème à gérer. Je n'ai pas besoin que vous meniez mes batailles. J'ai causé ce problème en me donnant une opportunité méritée, l'interrompit Elena. J'étais la meilleure serveuse ici. J'arrivais à l'heure à chaque fois. Je remplaçais quand les gens se portaient malades. Je connaissais la commande de chaque habitué par cœur. Le timing était peut-être inhabituel, mais j'ai gagné ce poste. Lucas l'étudia un long moment. Puis, de manière inattendue, il sourit. C'est vrai. Alors, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Je connais la vérité. Et quelle est la vérité, Elena? Elle soutint son regard. Que vous avez payé pour une tasse de café, c'est tout. Quelque chose scintilla dans ses yeux. De l'approbation, peut-être, ou du respect. C'est tout, acquiesça-t-il doucement. Mais tandis qu'Elena s'éloignait pour aider un autre client, elle sentit ses yeux sur son dos, et elle se demanda si l'un d'eux croyait encore à cela. La vérité, commençait-elle à réaliser, était bien plus complexe qu'une tasse de café, et bien plus périlleuse. La première fois qu'Elena remarqua la camionnette, elle n'y prêta guère attention. C'était un jeudi soir, 2 semaines après la réouverture du restaurant. Le dîner fermait à minuit, et Elena avait pris l'habitude de rester tard pour effectuer l'inventaire et préparer les commandes du lendemain, des responsabilités de manager auxquelles elle s'accommodait peu à peu. À 24h30, en sortant les poubelles dans l'allée arrière, elle la vit. Une camionnette blanche garée de l'autre côté de la rue, moteur coupé, vitres teintées obscurément. Étrange, certes, mais c'était Chicago. Les camionnettes de livraison stationnaient souvent la nuit. Elle vida les sacs poubelles et rentra, verrouillant la lourde porte arrière derrière elle. La deuxième fois, c'était un samedi. La même camionnette, au même endroit. Cette fois, elle aperçut une faible lueur à l'intérieur, comme si quelqu'un utilisait un ordinateur portable ou un téléphone. Encore une fois, rien de nécessairement suspect. Peut-être un chauffeur dormant entre 2 services. Mais le lundi soir, la camionnette était de nouveau présente. Et cette fois, Elena vit 2 hommes se tenir près du bodega du coin, tous 2 vêtus de vestes sombres, malgré la douceur de la soirée de mai. Ils ne faisaient pas leurs courses. Ils ne fumaient pas. Ils se tenaient juste là, observant. L'un d'eux regarda directement l'entrée arrière du restaurant, au moment où Elena sortit avec les poubelles. Leurs regards se croisèrent un instant de trop. Les instincts d'Elena, ceux-là même qui l'avaient retenue en sécurité pendant 3 années de service nocturne dans un quartier difficile, se mirent à hurler. Elle rentra rapidement, verrouilla la porte et resta un instant dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre. « Ça va ?» Sam terminait le nettoyage, essuyant la plaque de cuisson. « Oui, je croyais avoir vu quelque chose. »« Quel genre de chose ?» ?»« Probablement rien. » Mais Elena sortit son téléphone et envoya un message au numéro que Lucas lui avait donné pour toute préoccupation, de jour comme de nuit. Une camionnette est garée dans l'allée depuis 3 nuits, et des hommes observent l'entrée arrière. Ça ne veut peut-être rien dire, mais ça ne me semble pas normal. La réponse arriva en moins d'1 demi-minute. Restez à l'intérieur. Ne ressortez plus ce soir. Quelqu'un s'en occupera. S'occupera de quoi? Demanda Sam, voyant son expression. Je ne sais pas encore. 25 minutes plus tard, alors qu'Elena comptait la caisse, elle entendit des voix dans l'allée, non pas fortes, mais fermes, autoritaires.
Elle se dirigea vers la porte arrière, écoutant. « Propriété privée, vous devez partir. Nous ne faisons rien d'illégal. Parking public. Cette rue est privée. Voulez-vous que j'appelle la CPD ou souhaitez-vous partir maintenant ?» Un silence. Puis, un moteur qui démarre. Par la petite fenêtre, Elena vit la camionnette et les deux hommes s'éloigner rapidement, marchant vers une berline sombre garée deux pâtés de maisons plus loin. Un instant plus tard, quelqu'un frappa à la porte arrière. Elena se tendit, mais une voix familière l'appela. « Mademoiselle Russo, c'est Marcus. » C'était le chef de la sécurité de Lucas. Elle ouvrit la porte et découvrit un homme d'une quarantaine d'années, bâti comme un boxeur, avec des cheveux bruns parsemés de gris. Elle l'avait déjà vu avec Lucas, mais ne lui avait jamais parlé directement. « Tout va bien ?» demanda Elena. L'expression de Marcus était grave. « Ces hommes ne vous importuneront plus cette nuit, mais nous devons faire une vérification. Vous avez une minute ?»« Une vérification ? Chercher tout ce qu'ils auraient pu laisser ?» L'estomac d'Elena se serra. Que pourraient-ils avoir laissé? Espérons que rien. Marcus fit signe à un jeune homme derrière lui, portant ce qui ressemblait à un détecteur de haute technologie. C'est Joey, il va vérifier le périmètre. Ça ne prendra pas longtemps. Elena les laissa entrer, observant Joey se déplacer méthodiquement dans la zone arrière avec son appareil, passant sur les murs, l'encadrement de la porte, la zone du conteneur à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est exactement, cet engin? Sam était sorti de la cuisine, alarmé. Un détecteur de micro, répondit Marcus sans détour. Nous recherchons des dispositifs d'écoute. Mon Dieu, un dîner comme le nôtre aurait-il besoin de détecteurs de micro? Pensa Elena, mais elle ne dit rien. Le genre de dîner appartenant à Lucas de Santis, se dit Elena, mais elle ne le dit pas. Joey passa un quart d'heure à inspecter chaque recoin de la zone arrière. Finalement, il appela Marcus, pointant quelque chose près de la benne à ordures de l'allée. La mâchoire de Marcus se contracta. Il sortit un petit objet à peine plus grand qu'une pièce de 25 cents de derrière un tuyau de vidange. « J'en ai trouvé un, » dit-il doucement, le tenant. « De qualité professionnelle. » Le sang d'Elena se glaça. « Quelqu'un a mis des micros dans notre restaurant ?» Ils ont essayé. Marcus écrasa l'appareil sous sa botte. Joey vérifia à nouveau le périmètre. Balayage complet. Ils en dénichèrent deux autres. L'un près de l'entrée arrière, l'autre niché sous le rebord de la fenêtre de la cuisine. « Qui étaient ces gens ?» demanda Elena. Marcus hésita, pesant manifestement ce qu'il pouvait lui révéler. Des concurrents. La présence de Lucas dans ce quartier a attiré l'attention. Les gens veulent savoir ce qu'il prépare. Il ne prépare rien, c'est un restaurant. Pour eux, rien de ce que fait Lucas de Santis n'est juste quelque chose. L'expression de Marcus s'adoucit légèrement. Écoutez, mademoiselle Russo, vous n'avez pas à vous en soucier. Nous aurons des gens qui surveilleront la rue. Personne ne s'approchera de cet endroit sans que nous le sachions. Des gens qui surveillent. La voix de Sam devint aiguë. Sommes-nous en danger? Non, dit Marcus fermement. Vous êtes plus en sécurité maintenant que vous ne l'avez jamais été. Ces gars pêchaient, tentirent de recueillir des informations. Ils ne réessaieront pas. Faites-moi confiance. Mais Elena ne se sentait pas en sécurité. Elle avait l'impression d'être tombée au milieu de quelque chose de bien plus vaste qu'un restaurant rénové. Après le départ de Marcus et Joey, Elena termina de fermer en silence. Sam partit rapidement, visiblement effrayé. Elena verrouilla la porte et resta seule dans le restaurant, regardant les belles nouvelles cabines, la machine à expresso étincelante, l'éclairage chaleureux. Tout cela semblait différent maintenant, souillé. Son téléphone vibra. « Vous avez bien fait de nous alerter immédiatement. Merci. » Elena fixa le message, puis répondit « Dans quoi me suis-je aventuré ?» La réponse arriva après une longue pause. « Quelque chose que je n'ai jamais voulu. Je suis désolé. Nous devons parler demain soir. » Après la fermeture, Elena ferma les yeux. Une partie d'elle voulait démissionner, quitter Murphy's et Lucas de Santis et le monde dangereux qu'il habitait. Mais une autre partie, celle qui avait survécu à 3 années de pauvreté, de double service et de résilience, cette partie-là était lasse de fuir. « Demain soir, écrivit-elle, mais je veux la vérité, toute la vérité. Vous l'aurez, je le promets. » Le soir suivant, Elena arriva tôt pour sa conversation avec Lucas. Son esprit répétait une douzaine de discours différents. Elle exigerait des réponses. Elle établirait des limites. Elle ferait comprendre qu'elle était une gérante de restaurant, pas un pion dans la partie qu'il jouait. Mais l'univers avait d'autres plans. À 18 heures, en plein coup de feu du dîner, un camion de livraison s'engagea dans l'allée. Rien d'inhabituel. Les livraisons arrivaient bi-hebdomadairement, mais ce camion-ci n'arborait aucun logotype, ses flancs lisses, immaculés et légèrement bosselés. Elena était en train de placer les clients lorsqu'elle l'aperçut à travers la baie vitrée de la cuisine. Une intuition la travaillait.
Sam, attendons-nous une livraison ce soir? Sam consulta son presse-papier. Négatif, la prochaine est ce jeudi. Helena se rapprocha de la fenêtre pour mieux observer. Le poids lourd était stationné en marche arrière, exactement près de la zone des bennes à ordures, là où, 48 heures auparavant, ils avaient si découvert des micros-espions. Le conducteur, lui, ne quittait pas sa cabine, restant immobile, campé à son poste. 45 minutes plus tard, l'utilitaire était toujours planté là. Le garde du corps de Marcus, celui que l'on nommait Joey, veillait près de l'entrée principale, absorbé par la lecture d'un journal. Helena l'approcha discrètement. « Ce camion de livraison, depuis combien de temps est-il là ?» Joey jeta un œil vers l'impasse. 15, peut-être 20 minutes, plutôt 45, et le chauffeur n'a pas bougé une seule fois. L'attitude décontractée de Joey s'évapora instantanément. Il se leva prestement, la main déjà agrippée à son téléphone. « Vous en êtes certaine ?» j'ai observé attentivement. Joey s'exprima rapidement au téléphone, puis se dirigea vers l'arrière du bâtiment. 2 minutes s'écoulèrent, et Marcus surgit de l'entrée principale, où il effectuait probablement des rondes de périmètre. « Le camion ?» interrogea Marcus, s'adressant directement à Helena. « Arrivé à 6h07, il est à maintenant 6h52. Le conducteur n'a pas bougé. » L'expression de Marcus se durcit, devenant perçante. Il fit un geste à Joey. « Prends la plaque, vérifie-la et surveille ce conducteur sans le faire fuir. » Helena observa Joey qui passait ostensiblement devant le camion, son téléphone à l'oreille, comme s'il était en conversation, s'arrangeant pour lire la plaque d'immatriculation. Il revint promptement, tapant frénétiquement sur son téléphone. « La plaque appartient à une société écran », annonça Joey 2 minutes plus tard, la même que celle qui possédait la fourgonnette de lundi soir. La mâchoire de Marcus se contracta. Ils deviennent audacieux. Il regarda Helena avec une nouvelle marque de respect. « Comment l'avez-vous remarqué ? Joey a effectué des rondes extérieures toutes les heures. La posture du conducteur, répondit Helena. Les vrais livreurs vérifient toujours leurs papiers, consultent leur téléphone, s'impatientent. Ce type est juste figé, trop... comme s'il écoutait ou enregistrait quelque chose, murmura Marcus. Il sortit son téléphone. Le patron doit être informé de ça. 10 minutes plus tard, Luc arriva, non par l'entrée principale, mais par la porte dérobée de la cuisine, flanqué de 3 hommes qu'Helena n'avait jamais vus. Il avançait avec détermination, son calme habituel ayant cédé la place à une résolution plus dure. « Montrez-moi » dit-il à Marcus. Ils se regroupèrent dans la cuisine, observant par la fenêtre. Le camion demeurait immobile. « Helena l'a repéré » expliqua Marcus. « Il est là depuis près d'1 heure. Le conducteur n'a pas quitté sa cabine. Les traces mènent à la même organisation que lundi. » Le regard de Lucas rencontra celui d'Helena. « Vous avez remarqué ça ? Le timing ne semblait pas juste, et les livreurs ne restent pas immobiles à ce point. » « Non, en effet. » Lucas étudia son visage. « Qu'avez-vous remarqué d'autre ?» Helena se remémora. « Le camion a une petite antenne sur le toit. La plupart des camions de livraison n'en ont pas. Et il s'est garé parfaitement en marche arrière du premier coup, ce qui signifie qu'il est soit très expérimenté, soit il est déjà venu ici pour s'entraîner. » Lucas échangea un regard avec Marcus. « Elle a mes raisons. C'est une antenne de surveillance. Ça pourrait enregistrer des sons des micros qu'ils avaient déjà placés, » suggéra Marcus. « Les micros que vous avez détruits ?» demanda Helena. « Certaines personnes n'abandonnent pas si facilement, » dit Lucas d'un ton sombre. « Marcus, je veux que ce camion disparaisse. Maintenant, envoyez un message qu'ils comprendront. Cet endroit est définitivement interdit. » « Quel type de message ?» demanda Marcus avec prudence. « Pas de violence, pas ici, pas près du restaurant, mais rendez-leur la chose, coûteuse, très coûteuse. » Marcus acquiesça et partit avec son équipe. Par la fenêtre, Helena observa 5 hommes vêtus de noir surgir de divers points autour du pâté de maison. Ils avaient été là tout ce temps, invisibles. Ils encerclèrent le camion avec efficacité. Le conducteur tenta de démarrer le moteur, mais l'un des hommes de Marcus avait déjà lacéré les pneus. Un autre photographiait le visage du conducteur à travers la vitre. Un troisième exhibait un insigne de police. Réel ou faux, Helena ne put le dire, et les mains du conducteur s'élevèrent en signe de reddition. 15 minutes plus tard, une dépanneuse de police arriva et emporta le véhicule. Le conducteur fut escorté dans une direction différente par 2 des hommes de Marcus. « Que lui arrivera-t-il » demanda Helena doucement. Lucas avait observé la scène en silence. Maintenant, il se tourna vers elle. Il sera interrogé, photographié, relevé d'empreintes, puis renvoyé à ses employeurs avec un message limpide. Ce territoire est fermé. Ensuite,
Nous nous assurerons que ses employeurs paient 10 fois le coût de cette opération de surveillance. Comment? De manière qui ne vous concerne pas, répondit-il, mais son ton n'était pas dédaigneux, il était protecteur. Il l'étudia un instant. Mon chef de la sécurité fait ce travail depuis 15 ans. Ancien militaire, formé à la contre-surveillance. Vous avez repéré ce qu'il a manqué. J'ai juste fait attention. Non, la voix de Lucas était ferme. Vous avez vu ce que des professionnels aguerris ont manqué parce que vous comprenez les schémas, les rythmes, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas courant, c'est précieux. La chaleur monta aux joues d'Helena. J'étais juste observatrice, stratégique. Lucas jeta un coup d'œil à Marcus, qui était revenu. Dites-moi honnêtement, que pensez-vous de la sécurité de l'entrée principale? Des préoccupations? Helena cligna des yeux devant ce changement abrupt. Vous voulez mon avis? Oui, hein? Elle réfléchit. Joey lit un journal près de la porte. Cela a l'air décontracté, mais tout le monde sait qu'il est de la sécurité. Cela rend les clients nerveux encore plus nerveux. Peut-être le faire s'asseoir à une banquette à l'intérieur. Toujours vigilant, mais moins évident. Lucas regarda Marcus. Des idées? Marcus acquiesça lentement. Elle a un point. Nous avons eu des plaintes concernant le type à la porte qui a l'air intimidant. Mettez cela en œuvre, ordonna Lucas. Puis, s'adressant à Helena, quoi d'autre? Le calendrier des livraisons. Sam l'affiche sur le mur de la cuisine où tout le monde peut le voir. Si quelqu'un voulait savoir quand nous sommes vulnérables, gardez le calendrier privé. Lucas l'interrompit, acquiesçant. Marcus, ajoutez cela au protocole. Helena se sentit étrange, investie, mais aussi entraînée plus profondément dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement. L'expression de Lucas s'adoucit légèrement. Vous voulez toujours parler de la vérité? Plus que jamais. Alors, parlons. Une fois le dernier client parti et Rosa rentrée chez elle, Helena verrouilla la porte d'entrée et tourna l'enseigne sur « Fermé ». La salle du restaurant semblait différente la nuit, plus calme, plus intime, avec seulement la douce lueur des suspensions et le bourdonnement des réfrigérateurs. Lucas s'assit à sa banquette habituelle, dans le coin. Ses gardes avaient pris position à l'extérieur, leur garantissant une certaine intimité. Helena versa 2 tasses de café et se glissa dans la banquette en face de lui, un geste qu'elle n'avait jamais osé auparavant. C'était comme franchir une frontière invisible. « Alors, dit-elle, la vérité. » Lucas enveloppa la tasse de ses mains et, un instant, il parut simplement épuisé, humain. « Ah, que voulez-vous savoir? Qui sont ces gens qui nous observent? Que veulent-ils? C'est une organisation rivale, la famille Cassini, du quartier Nord. Ils contrôlent certains quartiers depuis 20 ans. Quand j'ai acheté ce restaurant, cela a envoyé un message. Je suis en train d'étendre mon territoire. Mais vous n'êtes pas... » commença Helena. « Vous avez acheté un seul restaurant. Dans leur monde, un mouvement signifie 100 autres à venir. Ils testent mes défenses, essaient de comprendre mes plans. » Il la regarda dans les yeux. « La vérité, c'est que je n'ai pas de plan, pas ceux qu'ils s'imaginent. Alors pourquoi avez-vous vraiment acheté le Murphy's ?» Lucas resta silencieux un long moment. « Quand j'avais 8 ans, ma mère m'emmenait dans un restaurant comme celui-ci. Les mêmes banquettes rouges, le même sol noir et blanc, la même odeur de café et de bacon le matin. » Sa voix s'était adoucie, pleine de souvenirs. Nous n'avions pas grand-chose. Mon père était mort l'année précédente. Maman travaillait à 2 emplois, mais chaque dimanche matin, elle m'emmenait dans ce restaurant et nous partagions des crêpes et du jus d'orange. Et pendant 1 heure, nous faisions comme si tout allait bien. Helena se retrouva penchée en avant, écoutant attentivement. Quand je suis entré ici cette nuit-là, épuisé par des négociations qui m'auraient rapporté beaucoup d'argent mais m'auraient coûté une partie de mon âme, je me suis assis dans cette banquette et j'ai senti le café, et pendant 1 seconde, j'ai retrouvé mes 8 ans, en sécurité, avant que tout ne devienne compliqué. Il leva les yeux vers elle. Puis, vous avez payé mon café avec de l'argent dont vous aviez besoin pour vous-même et n'avez rien demandé en retour. Ce genre de bonté est rare. Peut-être que je voulais la préserver. Cela a-t-il un sens? Oui, répondit Helena doucement, plus que vous ne le savez. Ils restèrent un instant dans un silence confortable. Et vous? Demanda Lucas. Pourquoi le Murphy's? Vous êtes intelligente, observatrice. Vous pourriez faire mieux que serveuse. Je le pourrais. Le rire d'Helena était amer. J'ai abandonné l'université après ma première année. Ma mère est tombée malade, un cancer, et quelqu'un devait s'occuper d'elle, et de mon jeune frère et de ma sœur. J'étais l'aîné, alors j'ai travaillé. Votre mère, elle est morte il y a 3 ans. Helena fixa son café. Mon frère Danny, il a 20 ans maintenant. Il est au collège communautaire et étudie l'ingénierie. Ma sœur Mia, elle a 17 ans.
Elle est en dernière année de lycée, elle veut être vétérinaire. Sa voix se remplit de fierté. Ce sont de bons enfants, intelligents, ils méritent leur chance. Alors, vous avez sacrifié la vôtre. Je n'ai rien abandonné, j'ai choisi. Elena le regarda dans les yeux. C'est ma famille, on fait ce qu'il faut faire. Lucas acquiesça lentement. La famille avant tout, je comprends ça. C'est pour ça que vous faites ce que vous faites, votre affaire? L'expression de Lucas s'assombrit. Après la mort de ma mère, j'avais 16 ans. Je n'avais rien. Pas de famille, pas d'argent, pas d'avenir. Les rues de Chicago ne sont pas tendres avec les enfants comme ça. J'ai appris à survivre. Puis j'ai appris à prospérer. Puis j'ai appris que le pouvoir est la seule chose qui vous protège. Il marqua une pause. Mais le pouvoir a un coût. La solitude, devina Elena. Entre autres choses. Il la regarda avec une sorte d'émerveillement. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous n'êtes pas si difficile à déchiffrer. Tout le monde me trouve impossible à déchiffrer. Peut-être qu'ils cherchent les mauvaises choses. L'air entre eux changea, chargé de quelque chose d'indicible. Le regard de Lucas retint le sien, et Elena sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Elle rompit le contact visuel la première, se levant pour remplir leur tasse. Alors, que va-t-il se passer maintenant avec la famille Cassini? Ils me testeront encore quelques fois. Moi, je réagirai. Croyez-moi, ils finiront par comprendre que cet endroit ne vaut pas le coup, et ils reculeront. S'ils ne le font pas, ils le feront. La certitude qui imprégnait sa voix était inébranlable. Elena retourna à la table, mais resta debout un instant. Tu sais, les gens parlent de nous. Qu'ils parlent, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Lucas pencha la tête. Tu excelles dans ton travail. Tu as amélioré les opérations, maintenu le moral du personnel malgré les changements, et tu as identifié des failles de sécurité que mes professionnels chevronnés avaient y manqué. Si les gens veulent les réduire cela à du simple commérage, c'est leur limite, pas la tienne. Une douce chaleur se répandit dans la poitrine d'Elena. Merci. De quoi? De me voir. Pas seulement ce que tu voulais voir, mais de me voir réellement. Cela fonctionne dans les deux sens, murmura Lucas. Leurs regards se rencontrèrent à nouveau, et cette fois, aucun des deux n'osa détourner les yeux. Le moment s'étira, lourd de promesses. Finalement, Lucas se leva. Il est tard. Tu devrais rentrer. Normalement, je reste jusqu'à 1h du matin pour l'inventaire. Demain, je demanderai à Marcus de te raccompagner ce soir. Elena voulut protester, afficher son indépendance. Mais la sincère inquiétude dans son regard l'arrêta. D'accord. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, Lucas reprit la parole. Elena, ce restaurant du dimanche dont je te parlais? Oui, il a fermé il y a 10 ans, démoli pour faire place à des condos. Sa voix était douce. Cet endroit, le Murphy's, c'est comme retrouver un morceau de ça. Merci pour cela. La gorge d'Elena se serra. Merci de me donner une chance de construire quelque chose de mieux pour moi et ma famille. Ils restèrent là, se regardant, l'air chargé de tout ce qu'ils ne disaient pas. Puis Marcus frappa à la porte, brisant le sort. « À demain » demanda Lucas. « À demain » confirma Elena. Mais alors qu'elle rejoignait sa voiture, Marcus la suivant à distance respectueuse, Elena savait que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Il ne s'agissait plus d'un simple restaurant. Il s'agissait de deux personnes qui avaient bâti des murs pour survivre, rencontrant quelqu'un qui comprenait le coût de ces murs et qui, peut-être, trouvait le courage de les abattre. Le trouble fit son entrée à 22h15, un mercredi soir, tranquille. Elena les remarqua aussitôt. 3 hommes vêtus de vestes sombres, se déplaçant avec une coordination décontractée qui déclencha toutes les alarmes. Ils ne consultèrent pas le menu, ne cherchèrent pas de table libre, mais se dirigèrent directement vers le comptoir où Elena remplissait les distributeurs de serviettes. Le leader était grand, peut-être une 50aine d'années, avec des cheveux grisonnants plaqués en arrière et des yeux bleus froids. Ses compagnons flanquaient les sorties, l'un près de la porte, l'autre près du couloir menant à la cuisine. Joey, posté à sa table habituelle, se crispa, sa main glissant vers son téléphone. « Bonsoir », dit le leader, sa voix douce mais teintée de menace. « Vous devez être Elena. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Puis-je vous apporter quelque chose, messieurs ?» Elena maintint un ton professionnel, ses mains fermes malgré son cœur battant à tout rompre. « Des informations ?» En fait, il s'appuya contre le comptoir. « Magnifique rénovation. Ça a dû coûter combien? 200 000 euros, peut-être plus? Je ne connaîtrai pas les chiffres exacts. » « Non. Bizarre, vu que vous êtes la gérante. » Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Voici le problème avec les beaux établissements de ce quartier. Ils ont besoin d'une protection adéquate, une assurance, si l'on peut dire.
contre les incidents malheureux. L'estomac d'Elena se serra. C'était ça, la menace qu'ils attendaient. « Nous avons une assurance, dit-elle prudemment, pas celle que je vends. » Il sortit une carte de visite complètement vierge, sauf pour un numéro de téléphone. 5 000 euros par mois. Ça garde vos vitres intactes, votre équipement fonctionnel, vos clients en sécurité. Très raisonnable compte tenu de l'alternative. L'alternative, des accidents arrivent, des feux de graisse, du vandalisme, des plaintes de clients pour intoxication alimentaire. Même quand la nourriture est parfaitement bonne, c'est mauvais pour les affaires. Il tapota la carte sur le comptoir. Mais avec notre protection, rien de tout cela n'arrive. Propre, sûr, rentable. Tout le monde est content. Elena aperçut le reflet de Joey dans le porte-serviette chromé. Il tapait rapidement sous la table. Bien. De l'aide était en route. Elle devait juste gagner du temps. C'est une dépense mensuelle importante, dit Elena, ramassant la carte et l'examinant. Qu'est-ce que le service inclut exactement? Les yeux de l'homme se plissèrent légèrement. La tranquillité d'esprit. Je comprends, mais j'ai besoin de précision pour nos registres. À des fins fiscales, vous savez. Elena saisit un stylo et un bloc-notes, jouant le rôle de la gérante diligente. S'agit-il d'un service de patrouille de sécurité, des gardes armés ou non armés? Quelles heures de couverture? Vous êtes drôle, mais il ne souriait pas. Je suis minutieuse. Elena écrivit « service de protection » sur le bloc-notes, et je dois justifier toute dépense de plus de 1000 euros auprès du propriétaire. Alors, aidez-moi à comprendre. Si nous payons 5 000 euros par mois et que quelque chose arrive quand même, y a-t-il une garantie, une politique de remboursement? Rien n'arrivera. Mais, hypothétiquement, il n'y a pas d'hypothétique. Sa voix se durcit. Vous payez, vous êtes protégé. Vous ne payez pas, vous ne l'êtes pas. C'est simple. L'un de ses compagnons se déplaça près de la porte. L'autre regarda sa montre. Il devenait impatient. Elena jeta un coup d'œil à l'horloge. Joey avait envoyé le message il y a 3 minutes. Combien de temps avant l'arrivée des renforts? Je devrais contacter Monsieur Dantis, dit Elena. Il gère tous les contrats importants. Faites ça. L'homme sortit son propre téléphone. Nous attendrons. Elena composa le numéro, priant pour que Lucas comprenne immédiatement la situation. Il répondit avant la fin de la première sonnerie. Elena. Monsieur Dantis, je suis désolé de vous appeler si tard. Elle garda sa voix calme et professionnelle. Il y a des représentants ici qui discutent d'un service de protection mensuel. Ils demandent 5 000 euros. Je voulais obtenir votre approbation avant. Combien d'hommes? La voix de Lucas était sèche. 3. Armes visibles? Non visibles, mais je pense que oui. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Je parle avec eux professionnellement. Oui. Garde-les occupés. 3 minutes. Je suis déjà en route. La ligne resta connectée. Lucas ne raccrocha pas. Il écoutait. Elena posa le téléphone sur le comptoir, côté haut-parleur vers le bas, mais toujours allumé. « Il examine la proposition, » dit-elle aux hommes. « Mais il a quelques questions sur la zone de couverture. » Zone de couverture, la patience du leader s'effritait. « Eh bien oui, les 5 000 euros couvrent-ils seulement l'intérieur du restaurant, ou incluent-ils le parking, l'allée, notre zone de livraison ?» Elena sortit un dossier de sous le comptoir, feuilletant les papiers inutilement. Nous avons eu des problèmes avec l'allée auparavant. Donc, si ce n'est pas inclus, cela couvre tout. Tout, parce que nous prévoyons d'étendre nos places assises extérieures le mois prochain. Cela serait-il couvert par le tarif actuel, ou cela nécessiterait-il des frais supplémentaires? La mâchoire de l'homme se serra. Vous traînez les pieds. Je fais preuve de diligence raisonnable. Elena soutint son regard fermement. 5 000 euros représentent beaucoup d'argent. Je veux m'assurer que nous en avons pour notre argent. Votre argent, c'est de garder cet endroit debout. Est-ce une menace? C'est un fait. L'homme près de la porte se raidit soudainement, regardant dehors dans la rue. Patron, on a de la compagnie. Deux SUV noirs s'étaient arrêtés devant, se déplaçant rapidement. Les portières s'ouvrirent et des hommes en tenue sombre en sortirent avec une efficacité militaire. L'expression du leader passa de confiante à piégée en quelques secondes. Marcus entra par la porte d'entrée le premier. 3 hommes derrière lui. Par la cuisine, Elena entendit la porte de derrière s'ouvrir. Plus de sécurité affluait. Et puis, Lucas entra. Son visage était un masque de fureur contrôlée. « Messieurs, sa voix était douce, dangereuse. Vous êtes dans le mauvais établissement. » Le leader tenta de se ressaisir. « Juste une discussion d'affaires. Vous avez menacé ma gérante dans mon restaurant, devant mes clients.
Lucas se rapprocha et, bien que plus petit que l'autre homme, il sembla remplir tout l'espace. C'était une erreur, la famille Cini vient de déclarer la guerre, et ils vous ont envoyé pour transmettre le message. Le sourire de Lucas était glacial. Marcus, accompagnez ces messieurs dehors. Assurez-vous que M. Cini comprenne que le restaurant Murphy's est définitivement interdit. Toute approche ultérieure sera considérée comme un acte d'agression. Vous ne pouvez pas arrêter. Je viens de le faire. La voix de Lucas baissa encore d'un ton. Et si vous ou quiconque associé à Cini s'approche à moins de trois pâtés de maison de cet endroit à nouveau, les conséquences ne seront pas une conversation. Elles seront permanentes. Nous nous comprenons? Les hommes furent escortés dehors, encerclés par la sécurité. En quelques minutes, le restaurant fut vide. Helena expira enfin, ses mains tremblantes alors que l'adrénaline se dissipait. Lucas fut à ses côtés instantanément. « Ça va? Ça ira ?» Elle le regarda. « C'est vraiment en train d'arriver, n'est-ce pas? C'est ton monde. Ça n'a pas à être le tien. Ça l'est déjà. » La voix d'Helena était plus ferme qu'elle ne se sentait. « Au moment où j'ai payé ce café, je suis devenue partie intégrante de ça. » Lucas étudia son visage. « Je peux te protéger, mais je ne peux pas garantir ta sécurité à 100% si tu restes. Alors, ne la garantis pas. Sois juste honnête avec moi, toujours. Ça, je peux le faire. » Bien. Helena prit une profonde inspiration. Maintenant, dis à Marcus de tripler la sécurité. Si nous faisons cela, nous le faisons correctement. L'expression de Lucas changea. Surprise, respect, quelque chose de plus profond. Vous êtes sérieuse, mortellement sérieuse. Il hocha la tête lentement. Alors, le Murphy's devient une forteresse. Surveillance 24 heures sur 24. Sécurité armée, le grand jeu. Personne ne touchera plus à cet endroit. Tandis qu'il passait des appels, coordonnant les nouvelles mesures de sécurité, Helena rangea ses papiers dispersés. Ses mains avaient cessé de trembler. Elle avait fait son choix. Elle tenait bon. La photographie apparut en ligne 3 jours après l'incident. Helena ne la vit pas tout de suite. Elle était trop occupée par les conséquences, les nouveaux protocoles de sécurité, les clients réguliers inquiets, le personnel effrayé par ce qui s'était passé. C'est Rosa qui la lui montra pendant le service du déjeuner. L'écran de son téléphone tendu, avec une inquiétude à peine dissimulée. « Tu dois voir ça. » C'était un site de potin, Chicago Crime Watch, un de ces blogs sensationnalistes qui prospéraient sur les rumeurs mafieuses et les drames du monde souterrain. Le titre affichait « Dantis revendique un nouveau territoire. Mais est-ce des affaires ou du plaisir ?» Dessous, une photo. Lucas debout devant le restaurant Murphy's, sa main posée sur l'épaule d'Helena. L'angle la rendait intime, protectrice. Elle le regardait et l'expression sur son visage, inquiétude, confiance, quelque chose de plus doux, était indubitable. La mystérieuse serveuse Helena Rousseau, désormais gérante de la dernière acquisition de Dantis. Selon des sources, le chef de la pègre s'est personnellement investi dans le Lincoln Park Diner. Romance ou stratégie? L'estomac d'Helena se tordit. Quand cette photo avait-elle été prise? La nuit de l'incident, sans doute. Regardez l'heure. L'article poursuivait en spéculant sur leur relation, se demandant si Lucas s'attendrissait pour une femme, si le restaurant n'était qu'une façade pour le blanchiment d'argent, si Helena était complice ou simple pion. Dès la fin de la journée, la photo avait été partagée sur de multiples plateformes. À la fin de la semaine, elle était devenue virale dans les cercles d'observateurs du crime de Chicago, et les murmures s'étaient transformés en grondements. Madame Chin cessa de venir pour son gruau matinal. Quand Helena l'appela pour prendre de ses nouvelles, la voix de la vieille femme était froide. « Je ne veux pas être impliquée dans ce dans quoi vous êtes mêlée, ma chère. Je suis désolé. » L'équipe de construction qui était cliente fidèle depuis deux ans trouva un autre endroit pour le petit déjeuner. Aucune explication, juste des tables vides là où ils avaient coutume de s'asseoir. Pire encore étaient ceux qui restaient, mais chuchotaient. Helena s'approchait des tables et les conversations s'éteignaient à mi-phrase. Elle captait des fragments. Petite amie de la mafia, trop impliquée, elle couche probablement avec lui pour sa protection. Jennifer démissionna sans préavis, laissant une note qui disait simplement « Je ne peux pas travailler dans un endroit qui va se faire tirer dessus. Bonne chance. » La nouvelle recrue pour la remplacer tint 3 jours avant que sa mère n'appelle, suppliant Helena de le laisser démissionner, car elle ne voulait pas que son fils travaille pour la mafia. Rosa resta, mais même elle gardait ses distances. « Je ne juge pas, » dit-elle prudemment un après-midi. « Mais mes enfants, je dois penser à mes enfants. Si quelque chose arrive ici, rien n'arrivera, » répondit Helena.
Vous ne pouvez pas le promettre. Et Elena ne le pouvait pas. C'était le pire. Sa vie personnelle n'était pas épargnée non plus. Sarah, sa colocataire de collège avec qui elle était restée amie depuis 7 ans, envoya un SMS. « Salut, j'ai vu l'article. Je crois que nous avons besoin d'un peu d'espace. C'est trop lourd pour moi en ce moment. Prends soin de toi. » Son frère Danny appela inquiet. « Elena, qu'est-ce qui se passe? Mia m'a montré ce blog avec ta photo et un chef de la pègre. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est compliqué. C'est dangereux. Tu dois démissionner. Fuis ce type. » Danny, il n'est pas ce que tu penses. Il est exactement ce que je pense. Elena, maman est morte pour que nous puissions avoir de meilleures vies, pas pour que tu te mêles à des criminels. Celle-ci fit mal, car Danny n'avait pas tort. Même son propriétaire vint la voir, nerveux et plein d'excuses. Elena, j'ai des familles dans cet immeuble, de bonnes familles. S'il doit y avoir des problèmes qui te suivent, il n'y en aura pas. Mais s'il y en a, je pourrais devoir reconsidérer le bail, juste par précaution. Tu comprends? Elle comprenait. Elle devenait toxique, dangereuse à fréquenter. Cette nuit-là, après la fermeture, Lucas arriva comme d'habitude, mais Elena l'attendait. Le blog était ouvert sur son téléphone. « Avez-vous vu ça ?» Elle lui montra l'écran. L'expression de Lucas s'assombrit en lisant. « Je vais demander à mon avocat d'envoyer un ordre de cessation et d'abstention. Ça ne servira à rien, le mal est fait. » Elena posa son téléphone. « Les gens ont peur, Lucas. Les clients partent. Mes amis ne me parlent plus. Mon propriétaire a menacé de m'expulser. Je te trouverai un meilleur appartement. Ce n'est pas la question. » La frustration d'Elena déborda. « Ne vois-tu pas? Ma vie s'écroule à cause de ça. À cause de nous. Parce que les gens pensent que je suis ton... » Elle ne put finir la phrase. « Ma quoi? Ta petite amie, ta maîtresse. Un trophée de la mafia. » Lucas resta silencieux un long moment. Puis il dit « Je peux arrêter de venir. Je peux gérer le restaurant à distance par l'intermédiaire de Marcus ou Carrington. Plus de photos, plus de spéculation. Tu veux dire te protéger, corrigea-t-il. Si ma présence détruit ta vie, alors je vais la retirer. » Elena le fixa. Une partie d'elle voulait dire oui, prendre la voie facile, retrouver un semblant de normalité, mais une autre partie, la battante tenace qui l'avait aidé à surmonter la mort de sa mère et des années de pauvreté, se rebella contre cette idée. « Non, » dit-elle fermement. « Lucas, non, je ne me cache pas. Je ne prétends pas. Si les gens veulent s'y jaser, spéculer et faire des suppositions, c'est leur problème. » Elle le regarda dans les yeux. « Je connais la vérité. Tu connais la vérité. Ça doit suffire. La vérité, c'est qu'être associé à moi est dangereux. La vérité, c'est que tu as acheté un restaurant en difficulté et donné des emplois et de meilleures vies aux gens. La vérité, c'est que tu as été tout à fait respectueux envers moi. La vérité, c'est que je suis doué dans mon travail et que j'ai gagné ce poste. » La voix d'Elena devint plus forte. « Je ne cacherai pas ces vérités parce que des gens bornés préfèrent leur potin. » Lucas la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Tu es remarquable. Je suis têtu. Ça aussi. » Il sourit légèrement. « Mais si nous faisons ça, si je continue à venir ici, à être visible, cela devient plus difficile. » La tension s'intensifie. La situation de Cassini n'est pas terminée. « Alors nous y ferons face ensemble. » Elena inspira. « À moins que tu ne veuilles t'en aller. » « Non. » Sa réponse fut immédiate et absolue. « Je ne le veux pas. » Alors cesse de proposer de disparaître. Je ne suis pas une demoiselle en détresse qui a besoin d'être protégée du grand méchant monde. Je suis une femme adulte qui fait un choix conscient. Et quel est ce choix? Elena soutint son regard. Tenir bon dans mon restaurant avec ma vie. Et si cela t'inclut, alors cela t'inclut. Publiquement. Honnêtement, sans me cacher. Lucas se leva, contourna le comptoir, jusqu'à se trouver directement devant elle. Tu comprends ce à quoi tu t'engages? Mieux chaque jour. Et tu es sûr? Complètement. Il sourit. Un sourire sincère, chaleureux. Le genre de sourire qui transformait tout son visage. Alors qu'il parle, qu'il photographie, qu'il spécule, nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité, fit écho Elena. Et alors qu'ils se tenaient là dans le silence du restaurant, elle réalisa qu'à un certain moment, cela avait cessé d'être une affaire de tasse de café ou de transaction commerciale. C'était devenu une histoire de deux personnes qui se choisissaient. Tant pis pour les conséquences. 2 semaines après la déclaration d'Elena de ne pas céder, les choses changèrent à nouveau. Lucas arriva au restaurant à 14 heures un jeudi. Insolite, car il venait généralement le soir. Il n'était pas seul. James Carrington, l'avocat qui lui avait annoncé l'achat du restaurant,
l'accompagnait, ainsi qu'un autre homme qu'Helena ne connaissait pas, plus âgé, distingué, portant un porte-document en cuir. « Helena, as-tu quelques minutes ?» demanda Lucas. « Nous devons discuter de quelque chose d'important. » Elle essuya ses mains sur son tablier. « Bien sûr, mon bureau. » Marcus avait transformé l'ancienne réserve en un véritable bureau pour elle, la semaine dernière. Un bureau, des classeurs, un ordinateur, même une petite fenêtre. C'était surréaliste d'avoir un vrai bureau. Les quatre hommes, s'entassèrent dans le petit espace. Carrington fit les présentations. Voici Robert Chen, un consultant en affaires. Il est spécialisé dans la supervision opérationnelle pour les entreprises multipropriétés. Helena lui serra la main, un peu confuse. Multipropriété, c'est ce dont nous devons discuter, dit Lucas, lui faisant signe de s'asseoir derrière son bureau, pendant que les hommes restaient debout. Au cours du dernier mois, vous avez démontré des compétences qui vont au-delà de la gestion de restaurants. Vos capacités d'observation, votre pensée stratégique et votre gestion de crise lors de l'incident de Cassini, ce ne sont pas des talents courants. Je faisais juste mon travail. Vous faites bien plus. Lucas s'appuya sur le bureau. C'est pourquoi je veux officialiser votre position. Pas seulement comme gérante de Murphy's, mais comme mon conseillère opérationnelle. Helena cligna des yeux. Votre quoi? Robert Chen ouvrit son porte-documents en sortant plusieurs documents. Monsieur Dantis possède 17 entreprises légitimes à travers Chicago. Des restaurants, une laverie, deux ateliers de réparation automobile, un nettoyeur à sec, une petite salle de sport, un dépanneur, tous légaux, tous rentables, tous nécessitant une supervision. Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec moi. Et ces entreprises ont besoin de quelqu'un qui comprend les opérations au niveau du terrain, expliqua Lucas. Quelqu'un qui peut repérer les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent, identifier les inefficacités, lire les gens et les situations avec précision. C'est vous, Helena. Lucas, je gère un restaurant. Je ne sais rien des réparations automobiles ou des salles de sport. Vous connaissez les gens, vous connaissez les opérations, vous savez quand quelque chose ne va pas. Il tira une chaise et s'assit en face d'elle. Son expression était sérieuse. Le mois dernier, vous avez remarqué un camion de surveillance que ma sécurité d'entraînement n'avait pas perçu. Vous avez repéré des comportements que des professionnels avaient négligés. Vous avez empêché une situation potentiellement violente d'exploser grâce à votre vivacité d'esprit et à une conversation stratégique. Ces compétences sont transposables à n'importe quelle entreprise. Carrington déposa un contrat sur le bureau. Ce poste s'accompagnerait d'une augmentation de salaire substantielle, 80 000 dollars annuellement, plus des avantages sociaux, une voiture de fonction et un budget discrétionnaire pour les améliorations opérationnelles. Helena avait la tête qui tournait. 80 000 dollars. Elle ne gagnait que 32 000 dollars. Qu'est-ce que je ferais exactement? Des visites sur site de chaque propriété mensuellement, expliqua Robert. Vous évalueriez les opérations, interrogeriez les gérants, réviseriez les protocoles de sécurité, identifieriez les domaines à améliorer, vous rapporteriez directement vos conclusions à M. Dantis et feriez des recommandations de changement. Vous seriez mes yeux et mes oreilles, ajouta Lucas, quelqu'un en qui j'ai confiance pour me dire la vérité sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Pas les rapports aseptisés que les gérants donnent aux propriétaires, mais la vraie situation. Et ce sont toutes des entreprises légitimes, rien d'illégal, complètement légitimes, confirma Carrington, toutes dûment autorisées, toutes payant des impôts, toutes respectant les lois du travail. M. Dantis garde ses intérêts commerciaux strictement séparés. Helena étudia le contrat, l'esprit en pleine effervescence. C'était une somme d'argent qui changerait sa vie. C'était une carrière, pas seulement un emploi, mais cela signifiait aussi se lier encore plus étroitement au monde de Lucas. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle doucement. « Vous pourriez embaucher un MBA, quelqu'un avec une réelle expérience commerciale. Les MBA ne savent pas ce que c'est que de servir du café à minuit à quelqu'un qui a oublié son portefeuille, » l'interrompit Lucas. « Ils ne comprennent pas ce que signifie continuer à travailler quand on a mal aux pieds et que les comptes sont vides et qu'on est à une urgence de tout perdre. Cette vision unique, cette compréhension innée des épreuves, vous offre une perspective que beaucoup ignorent. » Helena leva les yeux vers lui, réalisant l'entière gravité de ses propos. « J'ai bâti un empire, Helena, mais en chemin, j'ai perdu de vue mes fondations. Vous me rappelez leur nature essentielle, et j'en ai besoin. Ces entreprises en ont besoin. » Elle parcourut le contrat avec une attention minutieuse. Il était limpide, sans clause cachée, ni exigence ambiguë.
se contentant de détailler des responsabilités de supervision opérationnelle et de conseil. « Et qu'en est-il du Murphy's? Je ne peux pas abandonner le restaurant. » Robert intervint. « Vous continueriez à gérer le Murphy's comme votre priorité. Les visites sur site seraient harmonisées avec vos obligations au restaurant, 1 ou 2 fois par semaine, quelques heures à chaque fois. » Lucas ajouta, « Si vous découvrez des problèmes, des activités illégales, des manquements à la sécurité, vous me les signalez immédiatement. Je ne tolère aucune opération illicite dans mes entreprises légitimes. Elles restent intègres précisément parce que je refuse toute contamination. » Elena s'appuya contre le dossier de sa chaise, songeant à cette proposition. Une opportunité colossale, mais aussi un engagement conséquent. « Puis-je avoir 24 heures pour y réfléchir ?» demanda-t-elle. « Prenez 48 heures, » répondit Lucas. « C'est une décision importante. Discutez-en avec votre famille, examinez toutes les facettes, mais soyez certaine que cette offre est sincère. Je vous fais confiance, Elena. J'accorde foi à votre jugement, à votre intégrité et à vos intuitions. C'est une qualité rare dans mon univers. » Après leur départ, Elena, seule dans son bureau, fixa le contrat. Le soir même, elle appela Danny. « Tu veux mon avis ?» demanda-t-il après qu'elle lui eut tout expliqué. « J'ai envie de te dire de fuir, de t'éloigner de cet homme et de son monde. Mais tu as l'air différente, confiante, comme si tu bâtissais enfin quelque chose plutôt que de simplement survivre. » Il soupira. « Maman disait toujours que tu étais la plus forte d'entre nous. C'est peut-être la raison. Sois prudente, Elena, s'il te plaît. » Elle appela ensuite Mia, qui se montra plus enthousiaste. « 80 000 $. Elena, c'est incroyable. Tu pourrais m'aider pour mes études vétérinaires, et Danny pourrait finir son diplôme sans travailler la nuit. »« Il ne s'agit pas d'argent, » l'interrompit Elena. « Sûrement pas entièrement, » rétorqua Mia, sa voix s'adoucissant. « Tu t'occupes de nous depuis des années. Peut-être est-il temps de penser à toi aussi. Si cet homme te fait confiance, si c'est une véritable opportunité, pourquoi ne pas la saisir ?» Cette nuit-là, Elena retourna au restaurant et trouva Lucas à sa table habituelle. Elle fit glisser le contrat signé sur la table. « J'ai des conditions, » annonça-t-elle. « Dites-les-moi. Premièrement, si je découvre quoi que ce soit d'illégal, je le signalerai aux autorités. Je ne passerai rien sous silence. Accepté. Deuxièmement, le Murphy's reste ma priorité. Les autres entreprises ne peuvent pas empiéter sur le restaurant. C'est déjà prévu dans le contrat. Troisièmement, une totale transparence sur tout, votre monde, vos affaires, ce dans quoi je m'engage. » Lucas la regarda dans les yeux. « Transparence absolue, vous avez ma parole. » Elena prit une profonde inspiration. « Alors, je suis partante. » Son sourire était authentique, empreint d'un réel soulagement. « Bienvenue dans l'équipe, mademoiselle Rousseau. C'est toujours Elena. Bienvenue à bord, Elena. » Tandis qu'ils se serraient la main, Elena sentit le poids de sa décision s'ancrer en elle. Elle n'était plus simplement une serveuse ayant fait preuve de bonté envers un inconnu. Elle faisait désormais partie de quelque chose de plus grand. Pour le meilleur ou pour le pire, elle avait choisi sa voie. La première visite officielle d'Elena, en tant que conseillère opérationnelle, la conduisit dans un des ateliers de réparation automobile de Lucas, situé dans le quartier sud. Ce devait être une visite de routine, vérifier les comptes, interroger le gérant, évaluer le fonctionnement. Au lieu de cela, elle y découvrit le rouage qui mettrait fin au harcèlement de la famille Cini. Le gérant de l'atelier, un homme nommé Pete Kowalski, semblait nerveux pendant sa visite. Non pas d'une nervosité de coupable, mais d'une nervosité anxieuse. Quand Elena l'interrogea sur les flux de clientèle, il hésita. « Nous avons eu des clients un peu étranges ces derniers temps, » admit Pete. « Des gars qui apportent des voitures pour des réparations mineures, mais ils passent plus de temps à poser des questions sur le quartier, sur d'autres commerces, sur les propriétés de M. Dantis. » Les instincts d'Elena s'éveillèrent. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » 3, peut-être 4 semaines, depuis l'incident du Murphy's. Elena sortit son téléphone et appela Marcus sans tarder. « J'ai besoin que tu fasses des vérifications d'antécédents sur les clients récents de l'atelier Pete's Auto Repair. Je pense que la famille Cini utilise les propres entreprises de Lucas pour collecter des informations. » En moins de 2 heures, Marcus confirma ses soupçons. 5 clients différents dans 3 propriétés distinctes de Dantis, l'atelier automobile, la salle de sport et la laverie, étaient liés à des sociétés écrans des Cini. Cette même nuit, Elena déploya une carte sur son bureau au Murphy's. Lucas, Marcus et Robert Chin se rallièrent autour d'elle tandis qu'elle épinglait les emplacements de marqueurs rouges. « Regardez le motif », dit Elena, traçant des lignes entre les épingles. Chaque propriété ciblée se trouve dans un rayon de 3 pâtés de maison. Il ne recueille pas d'informations générales. Il cartographie un territoire précis.
Ce territoire, déclara Lucas, tapotant le centre du cercle. Le restaurant Murphy's se situait exactement au milieu. Ils préparent quelque chose de plus grand qu'une simple extorsion, murmura Marcus. C'est une préparation à l'invasion. Helena étudia la carte, son esprit en pleine ébullition. Pete a dit qu'il posait des questions sur les horaires de livraison et les changements d'équipe des employés. Ce n'est pas une curiosité aléatoire. Il cherche des vulnérabilités, des moments où la sécurité est faible. Quand sommes-nous les plus vulnérables? Lui demanda Lucas directement. Helena n'hésita pas. Les matins de mardi et mercredi, de 4 à 6 heures du matin. C'est là que les livraisons arrivent, qu'il n'y a qu'un seul agent de sécurité, et que je ne suis pas encore là. S'il voulait envoyer un message, endommager la propriété, intimider le personnel, ce serait le moment idéal pour frapper. Lucas regarda Marcus. Pouvons-nous retourner la situation? Utiliser leurs renseignements contre eux? Absolument, répondit Marcus avec un sourire prédateur. Si nous savons quand ils comptent encore frapper, nous pouvons être prêts, plus que prêts. J'ai une meilleure idée, dit Helena calmement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ne vous contentez pas de les arrêter, exposez-les. Au cours de la semaine suivante, Helena coordonna ce que Marcus qualifia de « piège le plus élaboré que j'ai vu en 20 ans ». Elle identifia chaque agent CINI ayant visité les propriétés de Dantis, chaque faux client, chaque tentative de surveillance. Elle documenta l'intégralité du processus, photos, horodatage, plaques d'immatriculation, conversations enregistrées. Puis, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle contacta la détective Sarah Morrison, une enquêtrice de la police de Chicago qu'elle avait rencontrée des années auparavant, lorsque le sac de sa mère avait été volé. « J'ai besoin de votre aide », lui dit Helena autour d'un café dans un lieu neutre. « Mais vous devez me faire confiance. » Elle lui exposa tout, la tentative d'extorsion, la surveillance, les faux clients qui recueillaient des informations. Elle lui fournit tous les documents justificatifs. « Ce sont des opérations de la famille CINI », déclara Morrison, feuilletant les preuves. « Comment avez-vous obtenu tout cela? » « Je suis attentive et je dispose de ressources. » Les ressources de Lucas de Santis. L'expression de Morrison était impénétrable. « Oui, mais ce que je vous fournis est une preuve légitime d'activité criminelle. Extorsion, complot, violation de la surveillance, tout est passible de poursuite. » Morrison l'étudia. « Pourquoi vous adresser à moi? Pourquoi ne pas laisser Dantis s'en occuper à sa manière? Parce que je ne veux pas de guerre, je veux la justice, c'est différent. » Morrison prit les preuves. « Je devrais vérifier tout cela. Vérifiez-les, tout est de réel. » 3 jours plus tard, un mardi matin à 5h47, 2 agents des CINI tentèrent de vandaliser le Murphy's. Ils découpèrent la clôture arrière, munis de peinture et d'outils, manifestement pour causer des dommages importants. Ils furent accueillis par Marcus et 6 agents de sécurité, ainsi que par la détective Morrison et 4 policiers, tous équipés de caméras corporelles en marche. Les hommes des CINI furent arrêtés sur le champ. Mais le plan d'Helena ne s'arrêtait pas là. Grâce au téléphone des hommes arrêtés, la police remonta l'opération jusqu'à 6 entreprises écrans des CINI, de fausses sociétés de gestion immobilière, une entreprise de construction fictive et une société de conseil en investissement qui n'existait que sur le papier, toutes fonctionnant illégalement, toutes impliquées dans le blanchiment d'argent et l'extorsion. L'après-midi même, des agents fédéraux perquisitionnèrent simultanément les 6 lieux. Le Chicago Tribune publia l'histoire le lendemain matin. Raid fédéral démantèle une opération criminelle dans le quartier nord. Un tuyau anonyme conduit à de multiples arrestations. Helena lut l'article au comptoir du restaurant, son café refroidissant à côté d'elle. Lucas était assis en face, lisant son propre exemplaire. « Vous avez fait cela, dit-il doucement. Vous avez mis fin à une entreprise criminelle vieille de 20 ans par l'observation et la stratégie. »« Nous avons fait cela, corrigea Helena. Vos ressources, la sécurité de Marcus, mes observations, c'est un travail d'équipe. La famille CINI est anéantie, leurs façades légitimes sont exposées, leurs opérations démantelées, leurs dirigeants sont confrontés à des accusations fédérales. » Lucas plia le journal. « Tout cela parce que vous avez été attentive. » Helena regarda autour du restaurant. Les comptoirs étincelants, les banquettes confortables, le personnel travaillant efficacement. Rosa servait des clients habituels qui avaient mon recommencé à venir. Sam sifflait dans la cuisine. L'endroit retrouvait sa vitalité. « Je comprends maintenant, » dit-elle doucement, « ce qu'est vraiment cet endroit. Qu'est-ce que c'est? Pas juste un restaurant, c'est une déclaration, une ligne dans le sable. C'est votre territoire, mais c'est aussi ma maison, mon équipe, ma responsabilité. » Elle le regarda dans les yeux.
Je n'ai pas seulement choisi de travailler pour vous, Lucas, j'ai choisi de construire quelque chose qui mérite d'être protégé. Et vous l'avez protégé avec brio. Nous n'avons pas encore terminé, n'est-ce pas? Il y aura toujours une autre menace, un autre défi. Probablement, admit Lucas. Est-ce que ça va? Elena pensa à sa mère, qui avait combattu le cancer avec dignité et courage, à Danny et Mia, qui prospéraient là parce qu'elle s'était sacrifiée pour eux, au choix de payer le café d'un inconnu avec ses 5 derniers dollars. Chaque choix l'avait menée ici, à cet instant, à cet endroit, à cette vie. C'est plus que bien, dit-elle. C'est exactement là où je dois être. Lucas sourit, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait véritablement en paix. Alors construisons quelque chose de durable, dit-il. C'est déjà commencé, répondit Elena, levant sa tasse de café. Il leva la sienne en retour, et ils trinquèrent à de nouveaux départs dans le restaurant où tout avait commencé. 6 semaines plus tard, le Murphys ressemblait à une image de magazine, et le coup de feu du déjeuner battait son plein. Chaque recoin de la salle était occupé. Les tabourets du comptoir pris d'assaut, une petite file de clients patientait sagement près de l'entrée. Le sifflement et la vapeur de la machine à expresso suivaient Rosa tandis qu'elle tirait des expressos parfaits. Les commandes de Sam sortirent de la cuisine avec une précision militaire. Les nouveaux serveurs, Elena en avait embauché 3 après la résolution de l'affaire Sini, se déplaçaient avec efficacité dans leur section, tandis qu'Elena arpentait la salle avec l'assurance de celle qui avait gagné chaque once de sa place. « Madame Chun, comment trouvez-vous le porridge aujourd'hui ?» Elena s'arrêta à la table numéro 4, où sa cliente fidèle était revenue après avoir lu les nouvelles des descentes fédérales. « Parfait, ma chère. Comme toujours, » répondit Madame Chun avec un sourire chaleureux. « Je suis désolé de m'être tenue à l'écart. J'avais peur. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous êtes de retour, c'est ce qui compte. » Au comptoir, l'équipe de construction avait repris ses places habituelles, riant autour d'un café et de viennoiseries. Monsieur Patterson était dans son coin, plongé dans la tribune. Nouveaux clients et habitués se mêlaient, et le restaurant bourdonnait de cette énergie propre aux affaires florissantes. Elena jeta un œil à sa montre. 14h30. Elle avait une visite sur le chantier de la salle de sport à 16h, puis des documents à examiner pour l'agrandissement du dépanneur. Sa nouvelle vie était trépidante, exigeante, parfois accablante, mais elle était aussi extraordinaire. « Elena » appela Rosa de derrière le comptoir. « Votre 245 est là. » Elena se tourna et vit Lucas entrer par la porte principale. Son cœur fit alors ce petit quelque chose qu'il faisait souvent ces derniers temps. Ce sursaut, ce flottement qu'elle essayait d'ignorer depuis des semaines. Il avait cessé de vouloir se fondre dans le décor. Désormais, il assumait sa présence, et, d'une certaine manière, cela le rendait moins intimidant. Il portait un costume anthracite, cher mais pas ostentatoire, et quand il lui sourit, c'était sincère. « Température agréable dans le bureau ?» demanda-t-il. « Donnez-moi 5 minutes. » Elle acheva sa ronde, vérifia avec Sam les préparatifs du dîner, confirma à Rosa qu'elle avait le contrôle de la salle, puis se dirigea vers son bureau. Lucas l'y attendait déjà, regardant par la petite fenêtre la rue animée. « Vous vouliez me voir ?» Elena referma la porte derrière elle. « Je voulais vous donner ceci. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, un chèque. 50 000 $. Elena le fixa. « Qu'est-ce que c'est ?»« Votre bonus trimestriel. Les améliorations opérationnelles que vous avez mises en œuvre dans toutes les propriétés ont augmenté les revenus de 18%. Vous l'avez mérité, » déclara Lucas. « C'est trop. » « C'est exactement ce qu'il faut, » dit-il en s'appuyant sur son bureau. « L'adhésion à la salle de sport a augmenté de 40% après que vous ayez suggéré le programme de réduction familiale. Les bénéfices de la laverie automatique ont bondi après que vous ayez réorganisé la structure tarifaire. Vous avez transformé chaque entreprise que vous avez touchée. C'est votre part de ce succès. » Elena posa le chèque, bouleversée. « Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous dînerez avec moi ce soir. Pas un dîner d'affaires, pas un dîner entre directrices et propriétaires, juste un dîner. » La demande flottait dans l'air entre eux. Ils dansaient autour de cette idée depuis des semaines, des mois, en réalité depuis cette première nuit, les conversations qui s'étiraient trop longtemps, les regards qui portaient trop de sens, la distance prudente qu'ils maintenaient parce que franchir cette ligne semblait dangereux. « Lucas, je sais ce que vous allez dire. C'est compliqué. Je suis votre employeur. Il y a une dynamique de pouvoir. Vous vous inquiétez de la perception. » Il se rapprocha. « Oh, mais Elena,
Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous depuis la nuit où vous avez payé mon café avec l'argent dont vous aviez besoin pour vous-même. Il ne s'agissait pas des 5 dollars. Il s'agissait de qui vous êtes, gentille, forte, refusant de laisser le monde vous rendre froide. Vous avez déjà dit ça. Parce que c'est vrai, parce que dans mon monde, tout le monde veut quelque chose. Tout le monde a un plan, sauf vous. Sa voix s'adoucit. Vous vouliez juste aider un étranger fatigué. Et d'une certaine manière, ce simple acte de gentillesse a tout changé. Helena sentit les larmes lui monter aux yeux. Ça a tout changé pour moi aussi. Je me noyais, Lucas. Je travaillais jusqu'à l'épuisement, survivant à peine, me demandant si ma vie se résumerait toujours à ça. Puis, vous êtes entré, et soudain, j'ai eu des opportunités, un but, un avenir au-delà de la simple survie quotidienne. Alors, dînons ensemble, laissez-moi vous emmener quelque part de bien. Laissez-moi vous remercier comme il se doit d'avoir sauvé ma vie cette nuit-là. Vous m'avez déjà remercié, vous m'avez acheté un restaurant. Elle rit à travers ses larmes. Alors, laissez-moi vous remercier d'être brillante, perspicace, courageuse et assez têtue pour tenir bon quand tout le monde vous disait de fuir. Il tendit la main vers la sienne. Laissez-moi vous remercier de me voir. Pas la réputation, pas le pouvoir, pas le danger, juste moi. Helena regarda leurs mains jointes, puis son visage. La lassitude qu'elle avait vue cette première nuit avait disparu, remplacée par quelque chose de plus léger, plein d'espoir. « Une condition, dit-elle. Dites-la. Pas de cachette, pas de prétendre que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. Si nous faisons ça, nous le faisons honnêtement. Je ne serai pas votre secret. Je ne veux pas que vous soyez mon secret. Je veux que vous soyez ma partenaire en affaires, dans la vie, en tout. » Il lui serra la main. « Si elle veut bien de moi. » Helena pensa à la jeune femme qui était entrée dans ce restaurant il y a 3 ans, désespérée, épuisée et seule. Elle repensa aux 5 dollars qu'elle avait donnés sans réfléchir. Elle pensa au chemin sinueux qui l'avait menée de ce moment à celui-ci. « Oui, dit-elle simplement, dîner, ce soir. » Le sourire de Lucas aurait pu illuminer toute la ville. Ce soir-là, alors qu'Helena s'apprêtait à fermer le restaurant pour la nuit, elle se tint au centre de la pièce et regarda autour d'elle. La magnifique rénovation, l'entreprise florissante, l'équipe qui travaillait comme une famille, la vie qu'elle avait construite à partir de rien, avec seulement de la détermination et un petit acte de gentillesse. Rosa croisa son regard et sourit. « Vous avez l'air heureuse. »« Je le suis, » répondit Helena, surprise par la véracité de ses propres paroles. Elle n'était plus la serveuse épuisée, survivant grâce au pourboire et à l'espoir. Elle était Helena Rousseau, directrice, conseillère, partenaire, une femme qui avait tenté sa chance avec la gentillesse et avait trouvé tout ce qu'elle n'avait jamais su chercher. Dehors, la voiture de Lucas l'attendait au bord du trottoir. Il se tenait à côté, patient et stable, prêt à l'emmener bien au-delà du restaurant qui les avait réunis. Helena verrouilla la porte, tourna le panneau sur « Fermé » et marcha vers son avenir. Tout avait commencé par 5 dollars et une tasse de café. C'était devenu du respect, un partenariat et de l'amour, lentement infusé comme un café de minuit, parfait en leur temps. Et alors que Lucas lui ouvrait la portière et qu'elle entrait dans la douce soirée, Helena savait que ce n'était que le commencement. Le meilleur était encore à venir.